Le Mistral soufflait doucement ce matin-là. Pas le vent violent qui casse les branches, non. Celui qui murmure entre les feuilles argentées des oliviers, comme une vieille prière que seule la terre comprend. Je me tenais au milieu du verger. Autour de moi, les oliviers formaient une mer immobile. Des troncs torsadés, certains plus vieux que mon grand-père, levaient leurs bras noueux vers le ciel d'hiver. Ici, en Provence, nous disons souvent que les oliviers ont une mémoire. Ils se souviennent de la sécheresse, des guerres, des naissances et parfois même des trahisons. Je passais ma main sur l'écorce rugueuse d'un arbre. Ses fissures ressemblaient à celles de ma propre peau. Le terroir, ce mot que les Parisiens prononcent avec élégance, pour moi il signifie autre chose. Il signifie la fatigue dans les épaules après la récolte, les mains noircies par l'huile, les nuits à écouter le Mistral cogner contre les volets du mât familial. Je m'appelle Marguerite, et cette terre est la seule chose qui ne m'ait jamais menti. Notre bastide se dressait un peu plus haut sur la colline, une vieille maison de pierre blonde avec des volets bleu pâle que mon mari avait repeints 30 ans plus tôt. Il disait toujours qu'une maison devait respirer la même couleur que le ciel. Je ramassais une olive tombée au sol. Elle était froide, presque noire, parfaite pour la dernière pression de la saison. Dans 2 jours, nous ferions l'extraction artisanale dans le vieux moulin, une tradition que peu de gens respectent encore. Mais ici, chaque hiver, l'huile nouvelle naît dans le même silence que les générations précédentes. Je glissais l'olive dans ma poche. Mes doigts portaient encore les cicatrices du travail, des callosités épaisses. Les mains d'une paysanne, dirait ma fille. Mais moi, je préfère dire les mains d'une gardienne. Le téléphone vibra dans la poche de mon tablier. Je reconnus immédiatement la sonnerie. Élodie. Ma fille cadette n'appelait jamais sans raison. Elle vivait à Marseille, dans un appartement moderne près du Vieux-Port. Avocate. Une vraie, avec des dossiers épais et des rendez-vous chez le juge. Je répondis. Sa voix arriva avec le bruit lointain de la circulation. « Maman, je vais arriver plus tard que prévu. » Je souris malgré moi. Élodie ne perdait jamais de temps avec les phrases inutiles. « Encore un procès ?»« Oui, un dossier compliqué. Abus de confiance dans une succession. » Je regardais les oliviers autour de moi. Les mots juridiques ont parfois une odeur étrange quand on les prononce au milieu d'un verger. Je serai là ce soir ou très tard cette nuit. Garde-moi un peu de soupe, je répondis simplement. La soupe t'attendra. Un silence passa entre nous. Puis elle ajouta plus doucement. Fais attention avec les escaliers du mât. L'hiver rend les pierres glissantes. Je ris légèrement. J'ai vécu 75 hivers ici, Élodie. Justement. Elle raccrocha. Je restais quelques secondes immobile, le téléphone encore dans la main. Élodie avait toujours été ainsi, vigilante, observatrice, comme si elle voyait les fissures dans les choses avant les autres. Je levai les yeux vers la colline. Le soleil commençait à descendre derrière les cyprès. La lumière d'hiver rendait les feuilles d'olivier presque blanches. On aurait dit que le verger respirait. Je marchais lentement entre les rangées. Chaque arbre avait une histoire. Celui-ci avait été planté quand mon fils Théo est né. Mon mari avait creusé le trou lui-même, en disant qu'un garçon devait toujours avoir un arbre frère. Je m'arrêtais devant lui. Le tronc était devenu énorme maintenant. Théo, je n'avais pas prononcé ce prénom depuis plusieurs mois. Paris l'avait avalé comme une grande bouche brillante. Les grandes écoles, les soirées élégantes, les projets financiers dont je ne comprenais jamais vraiment le sens. Parfois il appelait, parfois non. Mais les oliviers, eux, n'oubliaient rien. Je touchais le tronc. « Ton frère ne vient plus souvent, » murmurai-je. Le vent fit frissonner les branches. À cet instant, au loin, un bruit de moteur monta depuis la route poussiéreuse qui menait au mât. Un moteur puissant, pas celui d'une vieille camionnette paysanne, une voiture moderne. Je fronçai légèrement les sourcils. Personne ne venait ici sans prévenir. Le véhicule apparut finalement entre les cyprès. Noir, brillant, trop propre pour la poussière de Provence. La portière s'ouvrit, un homme descendit. Même à distance, je reconnus immédiatement sa silhouette. Théo, mon fils. Derrière lui sortit une femme élégante, manteau clair, lunettes noires malgré l'hiver. Soline, sa femme. Le Mistral se leva soudain un peu plus fort, faisant frissonner les oliviers comme un murmure inquiet. Je restai immobile, car au fond de moi, quelque chose venait de bouger. Pas une peur, non.
une intuition. La terre, parfois, sait avant nous quand quelque chose ne vient pas avec de bonnes racines. Et ce jour-là, au milieu de mes oliviers, j'eus la sensation étrange que l'hiver venait de commencer pour de vrai. Le soir tombait vite en cette saison. En Provence, la lumière ne s'éteint pas d'un coup, elle se retire avec dignité, comme une vieille dame qui quitte un salon sans vouloir déranger. Les pierres du mât gardaient encore un peu de chaleur, mais l'air, lui, s'était durci. Le mistral glissait entre les volets et faisait tinter la vieille cloche près de la remise. Je les regardais monter l'allée. Théo leva les bras avant même d'arriver à ma hauteur, avec cette aisance un peu théâtrale qu'il avait apprise loin d'ici. Maman. Il m'embrassa avec une ferveur un peu trop parfaite. Son parfum me surprit. Un parfum cher, froid, presque métallique. Rien à voir avec l'odeur du savon de Marseille et de la laine humide de son enfance. Soline s'approcha ensuite avec un sourire d'une grande douceur, la tête légèrement inclinée, comme si elle entrait dans une chapelle. « Marguerite, quel bonheur de vous voir enfin !» Elle ne disait jamais « maman ». Jamais. Elle avait cette politesse impeccable des gens qui tiennent les sentiments à distance respectable. Je les fis entrer. Dans la cuisine, la soupe de légumes frémissait encore sur le coin de la cuisinière. L'huile nouvelle reposait dans une bouteille opaque, posée près d'un pain de campagne. Soline jeta un regard circulaire à la pièce. Pas un regard de visiteuse émerveillée. Plutôt le regard discret de quelqu'un qui mesure, qui évalue, qui compare le charme rustique à sa valeur possible. Théo posa ses clés sur la table avec un petit geste nerveux. « On a eu envie de te faire une surprise. » Je lui servis un verre d'eau sans répondre tout de suite. Dans ma vie, j'avais appris qu'une surprise venue d'un enfant qui s'éloigne n'est pas toujours un cadeau. Parfois, c'est une dette qui arrive déguisée. « Une surprise à 3 jours de Noël ?» demandai-je enfin. Il sourit. « Justement, on sait qu'il était temps de revenir aux vraies choses, aux traditions, à la famille. Un vrai Noël provençal ici, au mât, comme avant. Comme avant, ces mots-là, chez les gens qui ont tourné le dos à leur passé, sonnent souvent comme une prière qu'ils n'ont pas méritée. » Soline retira ses gants avec lenteur. Ses gestes étaient précis, presque chorégraphiés. Elle avait la beauté lisse des femmes qui savent très tôt que le monde leur ouvrira des portes si elles parlent doucement et regardent juste assez longtemps. Théo en parlait depuis des semaines, dit-elle. Il voulait retrouver l'essentiel. Je servis la soupe. Théo mangea trop vite. Soline, elle, toucha à peine à son assiette. Elle préférait parler. Des lumières de Paris, d'un dîner discret chez des amis à Neuilly, d'un chef qui réinventait la daube provençale avec élégance. Je l'écoutais sans l'écouter. Sa voix glissait sur la table comme une soie fine, mais rien n'y tenait. Tout semblait poli, composé sans chair. Puis elle ouvrit son sac. « J'ai pensé à vous, Marguerite. » Elle sortit un petit flacon ambré dans un écrin blanc, comme un bijou. L'étiquette portait un nom anglais, suivi d'une mention en lettres dorées. Tout cela paraissait luxueux, presque médical, mais un luxe étudié, celui qui veut rassurer avant même qu'on ait posé une question. « C'est un complément haut de gamme, dit-elle, à base de plantes. Fatigue, circulation, rétention. À Paris, beaucoup de femmes de votre âge en prennent. Cela aide à retrouver de la clarté, du tonus. » Je pris le flacon entre mes doigts. Il était plus lourd qu'il n'aurait dû. « Je n'ai jamais eu besoin de Paris pour tenir debout, » répondis-je. Elle eut un petit rire, à peine audible. « Bien sûr. Mais prendre soin de soi n'est pas un aveu de faiblesse. » Théo intervint aussitôt, comme s'il craignait un refus trop net. « Essaye au moins, maman. Ça ne peut pas te faire de mal. » C'était peut-être cela qui m'inquiéta le plus. Non pas le cadeau, mais cette phrase. Si simple, si commune. Ça ne peut pas te faire de mal. On dit souvent cela juste avant que le mal ne commence. Je reposai le flacon sur la table. Je verrai demain matin. Soline me sourit avec gratitude, comme si je venais de lui accorder quelque chose d'intime. Après le dîner, Théo insista pour porter du bois jusqu'au petit salon. Il voulait allumer un feu. Il parlait fort, bougeait beaucoup, se montrait utile avec une application presque touchante. Mais je connais mon fils. Je l'ai porté, nourri, regardé dormir pendant des années. Je savais reconnaître dans sa nuque le battement discret de l'angoisse. Quand il se pencha pour saisir une bûche, sa veste s'ouvrit légèrement. J'aperçus alors un papier plié, glissé trop vite dans sa poche intérieure.
un papier couvert d'entête administratif, épais, officiel. Il referma sa veste d'un geste vif, trop vif. Plus tard, Soline monta dans leur chambre avec sa trousse de toilette. J'entendis l'eau couler. Théo resta un instant seul près de la cheminée. Le feu éclairait son visage par intermittence. Il avait l'air plus vieux que ses 40 ans, pas fatigué, acculé. « Tu restes combien de temps ?» demandai-je. Il regarda les flammes. « Quelques jours. Cette fois, j'aimerais arranger les choses. » Je ne répondis pas. Dehors, les oliviers bougeaient dans la nuit comme une foule silencieuse. Au bout d'un moment, Théo leva vers moi un regard que je connaissais mal. Ce n'était plus celui du petit garçon qui ment après avoir cassé un verre. C'était autre chose, une peur adulte, plus sèche, plus laide. Et à cet instant précis, sans encore savoir pourquoi, je compris que mon fils n'était pas revenu chercher Noël. Il était revenu chercher quelque chose d'autre. La nuit fut agitée. Dans les vieux mâts provençaux, le silence n'est jamais total. Il y a toujours quelque chose qui respire, une poutre qui craque, le vent qui se glisse sous les tuiles, un volet qui tremble doucement. Mais cette nuit-là, ce n'était pas la maison qui m'empêchait de dormir, c'était une sensation plus ancienne, une inquiétude qui venait du ventre de la terre. Je me levais avant l'aube. C'est une habitude que j'ai gardée toute ma vie. Les paysans apprennent très tôt que le matin appartient à ceux qui se lèvent avant la lumière. La cuisine était encore froide. Je posais une bûche dans le poêle et préparais du café noir. Le Mistral soufflait plus fort maintenant, sec, presque tranchant. Dehors, les oliviers bougeaient comme une mer d'argent sous le ciel gris. Je pris le petit flacon laissé par Soline. Je le tournai lentement entre mes doigts. Les lettres dorées promettaient l'équilibre, l'énergie, la vitalité, tout ce que les villes modernes vendent aux gens qui ont oublié comment respirer. Je dévissai le bouchon. Une odeur légèrement amère s'en échappa. Je refermai. Je n'aimais pas les médicaments qui ressemblent à des bijoux. Je reposai le flacon et sortis dans le verger. Le froid mordait la peau, mais l'air avait cette pureté particulière des matins de Provence. On aurait dit que la terre elle-même venait d'être lavée. Je marchais jusqu'à l'olivier que mon mari avait planté le jour de la naissance de Théo. Le tronc était devenu large comme une étreinte. Je posai ma main dessus. « Ton fils est revenu » murmurai-je. Le vent répondit en froissant les feuilles. À cet instant, un bruit de gravier résonna derrière moi. Théo approchait. Il portait un manteau élégant qui jurait un peu avec la poussière du verger. Dans sa main, 2 tasses de café. Je me suis dit que tu serais déjà debout. Je pris la tasse. Les oliviers n'attendent pas. Il regarda autour de lui. C'est toujours aussi beau ici. Il disait cela comme un visiteur qui découvre un paysage, pas comme quelqu'un qui y a grandi. Nous restâmes quelques secondes sans parler. Puis il sortit lentement un dossier de cuir brun de sa poche intérieure. Voilà donc la vraie raison. Je n'étais pas surprise. Dans ma vie, j'ai appris que les enfants qui reviennent soudain avec trop de tendresse apportent souvent du papier dans leur poche. Il posa le dossier sur le petit mur de pierre. « Maman, je voulais te parler d'une chose importante. » Je bus une gorgée de café. « Bien sûr. » Il ouvrit le dossier. Des feuilles officielles apparurent, couvertes de tampons et de signatures. L'entête portait le nom d'un notaire parisien. L'écriture était nette, presque élégante. « Tu sais, » continua Théo avec prudence, « à ton âge, beaucoup de familles mettent en place ce qu'on appelle un mandat de protection future. » Il prononça les mots avec soin, comme s'il répétait une phrase apprise. « Cela permet d'organiser l'avenir. Si jamais un jour, tu avais besoin d'aide pour gérer les terres, les comptes, le patrimoine. » Patrimoine. Ce mot aussi a une odeur étrange quand il est prononcé au milieu d'un verger. Je regardais les oliviers. Les arbres se gèrent très bien sans papier. Il sourit faiblement. Ce n'est pas pour les arbres, c'est pour la sécurité. À Paris, c'est très courant. Je tournai lentement la tête vers lui. « Et pourquoi maintenant ?» Il hésita. Juste une seconde. Mais je vis l'hésitation. C'est une chose que les mères connaissent mieux que les juges. La microseconde où un mensonge cherche sa forme. « Parce que tu travailles beaucoup, dit-il, et parfois tu sembles fatigué. Fatigué. » Je pensais au flacon posé sur la table, au sourire de Soline, au parfum trop propre. Je ne répondis pas. Théo continua plus vite maintenant. « Ce document ne change rien pour l'instant. C'est seulement une précaution.
Si un médecin confirme un jour que tu as besoin d'assistance, je pourrais gérer les choses pour toi. Je compris alors exactement de quoi il parlait. Mandat de protection future, un outil parfaitement légal en France. Un document qui permet à quelqu'un de gérer vos biens si vous n'êtes plus en état de le faire, à condition, bien sûr, de prouver votre faiblesse. Je regardais mon fils. Le vent soulevait légèrement ses cheveux. Il avait l'air nerveux. « Qui t'a conseillé cela ?» demandai-je. « Un notaire. À Paris ?» Il hocha la tête. Je posai la tasse sur le muret, puis je me tournai vers l'olivier derrière moi. Le tronc portait encore la marque de la première taille que mon mari avait faite 40 ans plus tôt. Une cicatrice propre, nette. L'arbre avait continué à vivre. « Les oliviers savent quelque chose que les hommes oublient souvent, » dis-je calmement. Théo me regarda perplexe. « Quand une branche devient malade, on ne coupe pas l'arbre, on coupe la branche. » Le mistral souffla plus fort. Les feuilles argentées frémirent autour de nous. Théo referma lentement le dossier. Mais je vis dans ses yeux une chose nouvelle. Pas seulement l'inquiétude, la pression. Quelqu'un, quelque part, attendait que ce papier soit signé. Et pour la première fois, je compris que mon fils n'était peut-être pas seulement coupable. Il était peut-être déjà pris dans un piège. Les jours suivants commencèrent à glisser comme de l'huile froide. Au début, rien n'était vraiment visible. Tout restait poli, presque tendre. Théo coupait du bois, Soline préparait le café avec une attention presque affectueuse, et le mas retrouvait l'illusion d'une maison pleine. Mais les illusions ont toujours une odeur particulière. Et moi, j'ai passé ma vie à respirer la terre. Le premier matin, je pris 2 gélules du flacon de Soline. Pas par confiance, par curiosité. Les paysans ont cette qualité étrange. Nous préférons comprendre par nous-mêmes. Les conseils élégants des gens de ville ont rarement nourri nos champs. Au bout d'1 heure, je sentis la fatigue. Pas la fatigue normale d'un corps qui travaille. Non. Une fatigue molle, étrange, comme si mes membres devenaient soudain trop lourds pour mes propres os. Je continuais pourtant mon travail. Mais en revenant du verger, près de la petite remise à outils, le sol sembla vaciller sous mes pieds. Juste 1 seconde. Un vertige rapide, comme si le paysage avait reculé d'un pas. Je posai la main sur le mur de pierre. Le mistral soufflait fort ce matin-là. Tu devrais te reposer un peu. La voix de Soline surgit derrière moi. Elle portait un manteau beige impeccable et des bottes trop propres pour ce genre de terrain. Elle avait observé la scène depuis la terrasse. Ce vent fatigue beaucoup les personnes sensibles, dit-elle avec douceur. Les personnes sensibles. Je hochai simplement la tête. Elle avait cette manière très parisienne de transformer une inquiétude en diagnostic. Le second incident arriva 2 jours plus tard. Je sortais du petit bâtiment où nous gardons les outils agricoles, une vieille grange basse qui sent l'huile et la poussière. La porte était lourde, suspendue par des gonds anciens. Quand je la poussai, elle bascula brusquement. Une charnière céda. La porte tomba vers moi dans un bruit brutal. Je fis un pas en arrière juste à temps. Le bois frappa le sol à quelques centimètres de mes pieds. Le choc fit fuir 2 poules qui se mirent à courir dans la cour. Théo accourut aussitôt. « Maman, ça va ?» Il semblait sincèrement inquiet. Trop peut-être. Il inspecta la porte. « C'est dangereux. Tu aurais pu être blessé. » Je regardai la charnière. Elle était vieille, oui, mais pas au point de céder ainsi. « Ces bâtiments deviennent dangereux pour toi, » continua-t-il doucement. Je ne répondis pas. Dans ma vie, j'ai vu tomber des tempêtes entières sur ce verger. Des toits arrachés, des branches brisées, des pierres fendues par le gel. Mais une charnière ne lâche pas toute seule après 50 ans de fidélité. Le 3e incident fut plus discret et peut-être plus inquiétant. Ce soir-là, je descendis à la cuisine pour prendre de l'eau. La maison dormait déjà. La Bastide respire différemment la nuit. Les murs gardent la chaleur du jour et chaque bruit devient plus profond. Je passai près de la cuisinière. Une odeur me frappa. Le gaz, je me figeai. La flamme était éteinte, mais le robinet, lui, était ouvert. Je refermai lentement la valve. Dans le silence de la cuisine, j'entendis alors un léger craquement au-dessus de moi. Quelqu'un bougeait dans le couloir. Je levai les yeux. L'ombre de Théo apparut au sommet de l'escalier. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-il. Sa voix était calme. Je répondis simplement. Le gaz était ouvert. Il descendit 2 marches, regarda la cuisinière, puis moi. « Tu as dû oublier de fermer après la soupe. »
Je souris légèrement. Peut-être. Mais à cet instant précis, je compris quelque chose. Les accidents ont une logique. Ils commencent petits. Un vertige, une porte qui tombe, un gaz oublié. Et bientôt, quelqu'un commence à dire autour de vous, elle devient fragile. Elle oublie. Elle n'est plus tout à fait la même. Je remontais l'escalier. Dans ma chambre, la lune éclairait les oliviers à travers la fenêtre. Le vent faisait frissonner les branches comme une foule qui murmure. Je m'assis sur le lit et pour la première fois, je regardais le petit flacon sur ma table de nuit avec un regard différent. Le poison moderne n'a plus besoin de tuer. Il suffit qu'il vous rende peu fiable. Le lendemain matin, en traversant la cour, j'aperçus mon voisin Arnaud, le vieux berger qui habite la colline voisine. Il parlait avec Théo près de la clôture. Quand il me vit, Arnaud leva la main. « Marguerite, ton fils m'expliquait que tu avais eu quelques malaises ces derniers jours. » Je m'arrêtais. Le Mistral soufflait fort. Je regardais Théo. Il souriait. Un sourire calme, respectueux, le sourire parfait d'un fils inquiet pour sa mère. Et à cet instant précis, je compris enfin la forme du piège. Ce n'était pas un accident. C'était une histoire qu'on était en train de construire autour de moi. Une histoire où, doucement, très doucement, je devenais la femme qui perd la tête. Élodie arriva 2 jours plus tard, tard dans la nuit. Je reconnus le bruit de sa petite voiture bien avant de voir les phares apparaître dans l'allée. Ce n'était pas une voiture de luxe comme celle que Théo avait louée. La sienne avait déjà vécu. Elle portait la poussière de l'autoroute et les traces de longues journées passées entre tribunaux et cabinets d'avocats. Quand elle entra dans la cuisine, je vis immédiatement son regard parcourir la pièce comme un inspecteur silencieux. Les avocats ont cette habitude étrange. Ils n'entrent jamais quelque part sans commencer à observer. Elle m'embrassa longuement. « Tu as l'air fatigué, je souris. Les oliviers ne prennent jamais de vacances. » Elle posa sa veste sur la chaise et observa la table. Le flacon, elle le vit immédiatement. « C'est quoi ? » Un cadeau de Soline. Élodie prit le petit flacon entre ses doigts. Elle n'ouvrit pas tout de suite. Elle examina d'abord l'étiquette, la fit tourner sous la lumière de la lampe. Puis elle fronça légèrement les sourcils. « Tu en as pris ? » « 2 jours. » Elle ne répondit pas. Mais je vis quelque chose passer dans ses yeux. Pas de la peur. Pas encore. Une suspicion. Elle dévissa enfin le bouchon. L'odeur amère s'échappa à nouveau. Élodie approcha le flacon de la lampe. Elle passa doucement son ongle sur l'étiquette et soudain, un coin du papier se souleva, très légèrement. Elle tira doucement. L'étiquette glissa. En dessous, il y en avait une autre, plus ancienne, plus simple. Les lettres n'étaient pas anglaises cette fois. C'était un nom pharmaceutique. Je vis la mâchoire d'Élodie se tendre. « Maman, tu as eu des vertiges ?» Je pensais à la remise, à la porte, à la nuit du gaz. Oui, elle referma le flacon. Et Théo le sait? Il m'a vu. Élodie posa le flacon sur la table très doucement, trop doucement. D'accord. Ce mot dans la bouche d'un avocat signifie rarement qu'il accepte une situation. Il signifie plutôt « je commence à comprendre ». Elle regarda autour d'elle. Où sont-ils? Couchés. Elle hocha la tête, puis elle sortit son téléphone. Je dois vérifier quelque chose. Elle quitta la cuisine et passa un appel dans la cour. Je restai près du poêle. Le bois craquait lentement. Dehors, le Mistral s'était calmé. Les oliviers se tenaient immobiles dans la nuit. Quand Élodie revint, son regard était devenu plus froid. « J'ai un ami pharmacien à Aix-en-Provence. Je vais lui apporter ce flacon demain matin. »« C'est nécessaire ?» Elle me regarda longuement. « Maman, quelqu'un a collé une fausse étiquette sur ce produit. » Le mot resta suspendu dans la cuisine. « Fausse », elle poursuivit doucement. « Et si je ne me trompe pas, ce médicament est un diurétique très puissant. » Je ne dis rien. Les vieux paysans connaissent ces plantes. Elles assèchent le corps, elles donnent soif, elles provoquent fatigue et confusion. Les symptômes parfaits pour quelqu'un qu'on veut présenter comme fragile. Élodie s'assit en face de moi. Il s'est passé autre chose? Je pensais aux 3 incidents, mais au lieu de les raconter, je lui posais une question. « Tu connais le mot « abus de faiblesse » ?» Elle me regarda immédiatement. « Bien sûr. » Je pris une gorgée d'eau. Théo veut me faire signer un mandat de protection futur. Le silence qui suivit fut long, très long. Élodie posa lentement ses mains sur la table. Quand elle parla, sa voix était celle qu'elle utilise devant un juge, calme, précise. « Alors maman, nous avons un problème. »
Elle prit le flacon et le glissa dans son sac. Mais eux ne le savent pas encore. Elle se leva. Avant d'éteindre la lumière, elle ajouta simplement « À partir de maintenant, on va les laisser croire que leur histoire fonctionne. » Et dans ses yeux, je vis la même chose que dans mes oliviers quand vient le moment de la taille. Une décision, tranchante, silencieuse, irrévocable. Le lendemain matin, la lumière était claire, presque coupante. En Provence, l'hiver n'a pas la douceur qu'imaginent les gens des villes. Le soleil brille, oui, mais l'air reste froid, et chaque chose semble plus nette, plus tranchée. Les oliviers projetaient des ombres longues sur la terre blanche du verger. Élodie était déjà partie pour Aix-en-Provence avant que Théo et Soline ne descendent prendre le café. Je la regardais partir depuis la terrasse du mât. Elle n'avait rien dit. Pas besoin. Certaines batailles commencent dans le silence. Quand Théo entra dans la cuisine, il avait l'air plus détendu que les jours précédents. Soline, elle, semblait presque radieuse, comme si quelque chose avançait enfin dans la direction qu'elle espérait. « Élodie est déjà partie ?» demanda Théo. Je versai le café dans les tasses. Elle avait un rendez-vous. Soline s'assit en face de moi, les mains soigneusement posées sur la table. « Votre fille travaille trop. » Je haussai légèrement les épaules. « Les avocats vivent de la fatigue des autres. » Elle eut un petit sourire élégant. « C'est une façon intéressante de voir la justice. » Le mot resta suspendu dans l'air quelques secondes. Justice. Théo sortit alors un petit carnet de sa poche. « Maman, j'ai repris le dossier du notaire. » Je posai ma tasse. « Déjà ? » ?»« Oui. Je me suis dit que ce serait bien d'avancer avant la fin de la semaine. » Il parlait calmement, mais je voyais la tension dans ses doigts. Il avait besoin de cette signature. Et quelqu'un, quelque part, attendait. « Tu sais, reprit-il, le mandat de protection future est quelque chose de très courant maintenant. Beaucoup de familles le font avant qu'il ne soit trop tard. » Je levai les yeux vers lui. « Trop tard pourquoi ?» Il hésita une seconde. Soline répondit à sa place, avec cette douceur calculée qui faisait d'elle une femme redoutable. « Pour éviter des conflits, Marguerite. Quand une personne commence à perdre ses repères, il vaut mieux que quelqu'un de confiance puisse intervenir rapidement, perdre ses repères. » Je pensais au vertige, à la porte, au gaz. Je ne répondis pas. Le téléphone vibra alors dans ma poche. Un message. « Élodie ». Je le lus sans changer d'expression. Le texte était court. Analyse confirmée. Diurétique très puissant. Dose dangereuse pour une personne âgée. Mon ami pharmacien rédige un rapport. Je relevai les yeux. Soline me regardait avec ce sourire poli qui ne révélait jamais rien. Théo semblait nerveux. Il tapotait le bord de la table avec son doigt. À cet instant précis, je compris que nous avions franchi une frontière. Il ne s'agissait plus d'une simple manipulation familiale. C'était un crime. Dans le droit français, il existe un mot pour cela. Abus de faiblesse. Élodie me l'avait expliqué la veille. Article 223-15-2 du Code pénal. Exploiter la vulnérabilité d'une personne pour lui faire signer un acte qui lui cause un préjudice grave. La peine peut aller jusqu'à 3 ans de prison. Je regardais mon fils. Je me demandais combien de personnes à Paris savaient déjà ce qu'il faisait ici. Puis je terminais mon café. « Théo. » Il leva les yeux. « Oui. Tu as choisi quel notaire ?» La question le surprit. « Un cabinet à Marseille. Très efficace. » Je vois, je me levai. Si je dois signer un document aussi important, j'aimerais rencontrer ce notaire. Soline intervint immédiatement. « Bien sûr. Nous pouvons organiser cela très vite. Trop vite. Toujours trop vite. » Je hochai la tête. « Alors faisons les choses correctement. » Je regardais par la fenêtre. Au loin, la poussière de la route indiquait qu'une voiture montait déjà vers le mât. Élodie revenait. Je me tournai vers Théo. « Mais avant, dit calmement ma fille en entrant dans la cuisine derrière lui, nous allons parler d'un autre document. » Théo se figea. Élodie posa son sac sur la table et en sortit une enveloppe scellée. Le rapport du pharmacien, la première preuve. Le soir de Noël arriva avec une lenteur presque solennelle. En Provence, les fêtes n'ont jamais été seulement des repas. Elles sont une mémoire, une manière de rappeler aux vivants qu'ils ne sont que les gardiens passagers d'une maison, d'un champ, d'un arbre. Toute la journée, la Bastide avait respiré cette tradition. J'avais préparé la soupe aux légumes anciens, la daube cuite lentement au vin du voisin, et surtout la galette des rois que mon mari aimait tant, même si ce n'était pas encore l'épiphanie. Chez nous, cette galette apparaissait parfois plus tôt,
comme un symbole, celui de la famille qui se rassemble autour d'un même pain. La table était dressée dans le petit salon. Les bougies éclairaient les murs de pierre d'une lumière douce. Le Mistral s'était calmé, laissant le verger plongé dans un silence presque irréel. Théo avait mis une chemise sombre. Soline portait une robe noire simple, très élégante. Elle avait même apporté une bouteille de Calvados exceptionnelle, disait-elle, achetée chez un caviste parisien. Élodie, elle, restait silencieuse. Elle observait. Les avocats passent leur vie à écouter les mots qui ne sont pas prononcés. Le dîner commença avec une courtoisie parfaite. On parla des oliviers, du Mistral, de Marseille. Soline complimenta la cuisine avec une délicatesse presque artistique. « Marguerite, votre huile d'olive est absolument remarquable. » Je répondis simplement. « Elle vient des arbres, pas de moi. » Théo ria légèrement, mais je voyais ses yeux glisser parfois vers la mallette posée près de sa chaise. Il attendait le moment. Ce moment arriva avec le dessert. La galette fut posée au centre de la table. L'odeur du beurre chaud remplissait la pièce. Pendant un instant, un très court instant, j'eus l'impression de revoir les Noëls anciens. Les enfants courant autour de la table, mon mari ouvrant le vin, les oliviers dehors, immobiles comme des témoins. Puis Théo posa doucement sa fourchette. « Maman, il y a quelque chose dont nous devrions parler. » Soline posa sa main sur la sienne. Un geste discret, un signal. Il sortit la mallette. Le clic métallique de la serrure résonna dans la pièce comme un petit coup de marteau. Il sortit un dossier épais. « Ce sont les documents dont je t'ai parlé. » Il fit glisser les feuilles vers moi. Le nouveau dispositif d'aide agricole du gouvernement, pour les exploitations familiales comme la tienne. Je regardais les papiers, le papier officiel, les paragraphes juridiques, les espaces pour les signatures. Je reconnus immédiatement ce que c'était. Pas une aide agricole. Un mandat de protection future. Je levai les yeux vers lui. « Tu es sûr que c'est bien ce que tu dis ?» Il soutint mon regard. « Bien sûr. » Soline ajouta doucement. « Beaucoup de propriétaires terriens le font maintenant. Cela protège votre patrimoine. » Patrimoine. Le mot revint encore. Élodie, elle, ne parlait toujours pas. Elle observait. Je pris le stylo posé sur la table. Le silence devint si dense qu'on entendait presque la cire des bougies fondre. Je regardais mon fils. Dans ses yeux, je vis quelque chose de fragile. Pas seulement la cupidité, la peur. Puis je posai lentement le stylo. « Théo », dis-je calmement. Il se pencha légèrement en avant. « Oui », je repliai les feuilles avec soin. « Une signature comme celle-ci mérite mieux qu'une table de Noël. » Soline cligna à peine des yeux. Théo resta immobile. « Nous signerons demain matin, continuai-je, à la lumière du jour. Un notaire doit être témoin des décisions importantes. » Je poussai doucement le dossier vers lui, et la lumière du matin est toujours plus honnête. Le silence dura quelques secondes, puis Soline sourit, un sourire fin, presque victorieux. « Bien sûr, Marguerite. Prenez le temps qu'il faut. » Théo referma la mallette. Je coupais la galette, et dans le silence du verger, derrière les murs du mas, les oliviers semblaient écouter. Car cette nuit-là, pendant que mon fils croyait toucher enfin le fruit de sa manœuvre, Élodie et moi savions déjà que la vraie récolte aurait lieu au lever du soleil. Cette nuit-là, personne ne dormit vraiment dans le mât. La maison semblait retenir son souffle. Les bougies avaient été soufflées depuis longtemps, la table débarrassée, la galette rangée dans la cuisine. Mais sous le silence épais des vieilles pierres, quelque chose continuait de vibrer, comme une corde tendue prête à rompre. Je restais assise près la fenêtre de ma chambre. Dehors, le verger d'oliviers baignait dans la lumière pâle de la lune. Les troncs noueux ressemblaient à des silhouettes immobiles, comme si toute la colline veillait avec moi. On dit souvent que les arbres ne voient rien. C'est faux. Les oliviers observent depuis des siècles. Vers minuit, la porte grinça doucement. Élodie entra. Elle referma derrière elle sans bruit. « Ils dorment », murmura-t-elle. Je hochai la tête. Elle posa sur la table un petit dossier brun. À l'intérieur, je reconnus immédiatement le rapport du pharmacien d'Aix-en-Provence, soigneusement imprimé et signé. « Le produit contient un diurétique très concentré », dit-elle à voix basse. « À forte dose, il provoque déshydratation, vertige et confusion. Chez une personne âgée, cela peut donner l'impression d'un début de perte cognitive. » Je regardais le papier. Les mots médicaux étaient précis. Froid. Mais derrière eux, je voyais déjà la mécanique, les vertiges, les accidents.
Les conversations avec les voisins, la réputation qui se construit, la vieille femme qui perd la tête. C'est suffisant, demandai-je. Élodie secoua la tête. Pour un soupçon, oui. Pour une arrestation, pas encore. Elle sortit alors son téléphone. J'ai appelé la gendarmerie de la brigade locale cet après-midi. Je la regardais. Et ils arrivent cette nuit. Le mot resta suspendu dans l'air. Gendarmerie. Les hiérarchies de la justice française sont parfois lentes, mais certaines choses ne plaisantent pas. Les fraudes contre les personnes vulnérables en font partie. Ils veulent voir les preuves eux-mêmes, continua Élodie. Le médicament, les documents du notaire. Et surtout, entendre ce que Théo tente de te faire signer. Je pensais à mon fils endormi dans la chambre voisine. Le garçon qui autrefois courait entre les oliviers avec les genoux pleins de poussière. Puis je pensais à la porte de la grange, au gaz ouvert, au flacon. Il ne faut pas qu'ils sachent, dis-je. Élodie acquiesça. C'est pour ça qu'ils viennent discrètement. Elle regarda l'horloge. Ils devraient être là dans 1 heure. Le temps passa lentement. Nous descendîmes dans la petite dépendance au bout du verger. Une ancienne remise transformée en pièce d'été, loin de la maison principale. Là, la lumière restait éteinte. Seule la lune éclairait les murs de pierre. Vers 2 heures du matin, un bruit de moteur très discret monta depuis la route. Pas de sirène, juste le ronronnement grave d'un véhicule officiel. La voiture s'arrêta près du vieux figuier. 2 gendarmes descendirent. Puis un 3e homme, un adjudant à en juger par ses galons. Élodie leur serra la main. « Merci d'être venus. » L'adjudant parla calmement. « Nous devons d'abord vérifier les éléments matériels. » Je sortis le flacon de ma poche. Il le prit avec des gants. Un des gendarmes photographia l'étiquette. Puis Élodie posa sur la table le dossier du notaire et le rapport du pharmacien. Le silence était lourd dans la petite pièce. L'adjudant tourna les pages lentement. Quand il releva enfin la tête, son regard était très clair. « Madame, ce que vous décrivez correspond effectivement à un possible abus de faiblesse. » Le mot fut prononcé sans émotion, mais il avait le poids d'un jugement. « Demain matin, poursuivit-il, votre fils va tenter de vous faire signer ce document. » Je répondis simplement « Oui ». Il referma le dossier. « Alors, nous serons là. » Je regardais les oliviers à travers la fenêtre. Le vent s'était levé légèrement. Les branches frémissaient comme une mer sombre. Dans quelques heures, au moment où Théo croirait enfin prendre le contrôle de cette terre, la vérité sortirait de l'ombre. Et parfois, dans une famille, la justice arrive exactement comme la taille des oliviers. Silencieuse, précise et irréversible. L'aube arriva avec une lumière froide. En Provence, les matins d'hiver ont cette clarté presque cruelle. Rien ne peut s'y cacher longtemps. Les pierres du mât, les branches des oliviers, les visages, tout apparaît avec une netteté qui ne pardonne pas. Je me levai avant les autres. Comme toujours, le verger semblait calme. Les oliviers frissonnaient doucement sous le mistral revenu dans la nuit. Leur feuillage argenté captait les premiers rayons du soleil. On aurait dit qu'ils attendaient. Je préparais le café. Le même rituel que chaque matin. L'eau qui chauffe, l'odeur du café noir, le silence de la maison encore endormie. Mais ce matin-là, rien n'était ordinaire. Car derrière la colline, dissimulée par la rangée de cyprès, une voiture sombre attendait déjà. La gendarmerie. Théo descendit le premier. Il semblait reposé, peut-être même soulagé. L'homme qui croit que son plan arrive enfin à son terme a souvent ce calme particulier. « Bonjour, maman. Bonjour. » Soline arriva ensuite. Élégante comme toujours. Elle portait déjà son manteau clair, comme si cette journée devait être brève et efficace. Élodie entra dans la cuisine à ce moment-là. Son visage était parfaitement neutre. « Bonjour tout le monde. » Théo posa immédiatement la mallette sur la table. Le bruit métallique du fermoir claqua dans la pièce. « Si tout le monde est prêt, nous pourrions passer chez le notaire ce matin. J'ai pris rendez-vous à Marseille. Il parlait vite, trop vite. » Soline posa doucement la main sur le dossier. « Nous avons préparé tous les documents. Il ne manque que votre signature, Marguerite. » Je pris le dossier. Je regardais les pages. Le mandat de protection future. La phrase juridique était limpide. En cas d'incapacité constatée par un médecin, la gestion du patrimoine serait confiée à Théo. La bastide, les terres, le verger, tout. Je posais le stylo sur la table, puis je regardais mon fils. « Théo, tu es sûr que c'est ce que tu veux ?» Il ne comprit pas tout de suite la question. « Bien sûr, c'est pour te protéger. Protéger. »
Soline ajouta doucement. C'est une formalité raisonnable. À cet instant précis, un bruit de moteur monta depuis l'allée. Gravier écrasé. Portière. Pas rapide. Théo tourna la tête. La porte s'ouvrit. 2 gendarmes entrèrent. Puis l'adjudant que j'avais rencontré dans la dépendance. La pièce devint soudain très silencieuse. « Bonjour, dit-il calmement. » Théo se leva brusquement. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Élodie se leva à son tour. Sa voix était parfaitement posée. « Je suis ici en tant qu'avocate représentant ma mère. » Le visage de Soline pâlit légèrement. L'adjudant sortit un document officiel. « Monsieur Théo Bernard, nous avons des raisons sérieuses de penser que vous avez tenté de commettre un abus de faiblesse au sens de l'article 223-2 du Code pénal. » Le mot tomba dans la cuisine comme une pierre. Abus de faiblesse. Théo recula d'un pas. C'est ridicule. Un gendarme posa calmement sa main sur la mallette. Nous allons également saisir ces documents. Soline tenta d'intervenir. Il doit y avoir une erreur. Mais l'adjudant l'interrompit doucement. Madame, nous avons également un rapport pharmaceutique concernant le produit administré à votre belle-mère. Le flacon apparut sur la table. Élodie posa le rapport à côté. Théo regarda les papiers. Puis moi. Je vis alors quelque chose se briser dans ses yeux. Pas la colère, la panique. « Maman, tu savais ?» Je répondis simplement. « La terre apprend aux gens à observer. » Le gendarme sortit les menottes. Le métal brilla brièvement dans la lumière du matin. « Monsieur Bernard, vous êtes placé en garde à vue. » Le cliquetis des menottes résonna dans la cuisine. Soline resta figée. Élodie ne bougea pas. Et moi, je regardais simplement par la fenêtre. Les oliviers frémissaient doucement sous le mistral, car parfois la justice ressemble exactement à la taille d'un arbre. On coupe une branche malade pour que le reste puisse vivre. Le printemps arriva doucement sur la colline. En Provence, l'hiver ne disparaît pas brusquement. Il se retire lentement, comme un vieil acteur quittant la scène après une longue pièce. Les oliviers reprennent d'abord leur couleur argentée, puis les herbes sauvages apparaissent entre les rangées de pierres. La terre respire à nouveau. Ce matin-là, je marchais dans le verger avec Élodie. Nous avions chacune un sécateur à la main. La taille des oliviers, l'élagage, est un travail patient. Il ne s'agit pas de couper au hasard. Il faut regarder l'arbre longtemps, comprendre où circule encore la sève, deviner quelle branche fatigue le tronc au lieu de le nourrir. Je m'arrêtais devant l'olivier que mon mari avait planté le jour de la naissance de Théo. Le tronc était toujours solide, mais certaines branches avaient poussé de travers. Élodie s'approcha. « Celle-ci, dit-elle en montrant une branche sèche. » Je hochai la tête. Le métal du sécateur claqua doucement. La branche tomba sur la terre. Le geste était simple, mais il contenait toute une vérité. La justice aussi fonctionne ainsi. Quelques semaines avaient passé depuis ce matin de Noël. Théo avait été placé en garde à vue, puis présenté devant un juge d'instruction à Marseille. Les preuves étaient trop claires, le médicament falsifié, les témoignages, les documents préparés chez le notaire. L'enquête parlait maintenant d'abus de faiblesse et de tentatives d'escroquerie patrimoniale. Les mots juridiques sont froids, mais derrière eux, il y a toujours des familles. Je n'avais pas assisté à l'audience. Je savais déjà ce que je devais savoir. Élodie, elle, avait suivi chaque étape avec la précision d'une avocate. Mais ici, dans le verger, elle redevenait simplement ma fille. Nous continuâmes à marcher entre les arbres. Le mistral soufflait doucement, faisant frissonner les feuilles comme une mer tranquille. « Tu regrettes ?» demanda-t-elle finalement. Je réfléchis. Les gens imaginent souvent que la justice apporte la paix. Ce n'est pas tout à fait vrai. Elle apporte surtout la clarté. Non, dis-je enfin. Je regardais l'horizon. Mais un cœur de mère ne coupe jamais sans sentir la douleur. Élodie ne répondit pas. Elle comprenait. Nous arrivâmes près du vieux mur de pierre qui borde la propriété. Au-delà, les collines provençales ondulaient jusqu'à l'horizon, couvertes d'oliviers, de cyprès et de lumière. Je pensais à Théo, à l'enfant qu'il avait été, à l'homme qu'il était devenu. La justice déciderait du reste. Mais avant que l'enquête ne commence vraiment, j'avais fait quelque chose. Un geste que personne ne comprenait encore. J'avais demandé à mon notaire de créer un compte bloqué. Un petit pourcentage des revenus du verger y serait versé chaque année. Pas assez pour racheter ses fautes. Pas assez pour effacer ce qu'il avait tenté. Mais assez pour lui rappeler une chose.
Même les branches coupées restent liées à l'arbre qui les a portées. Élodie me regarda. « Tu ne lui as rien dit ?» Je secouai la tête. « Il le découvrira un jour. » Le vent passa dans les oliviers. Les feuilles brillèrent comme des milliers de petites lames argentées. Je levai mon sécateur et coupai une autre branche morte. Elle tomba doucement sur la terre. « Les oliviers nous apprennent quelque chose, Élodie. »« Quoi ?» Je posai ma main sur le tronc rugueux. « Pour qu'un arbre vive longtemps, il faut parfois avoir le courage d'enlever ce qui l'étouffe. » Je regardais le verger. Les rangées d'oliviers s'étendaient à perte de vue, vivantes, solides, patientes. Et dans ce silence lumineux du printemps, je compris que la terre avait fait son travail. Elle avait simplement attendu que la vérité pousse jusqu'à la surface. Parfois, la vie nous place devant une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. L'amour familial n'est pas toujours synonyme de protection. Il arrive que ceux que nous avons portés, nourris et aimés deviennent un jour les mêmes personnes capables de nous blesser le plus profondément. Non pas toujours par haine, mais par faiblesse, par peur, par ambition ou simplement parce qu'ils ont oublié d'où ils viennent. L'histoire de Marguerite nous rappelle quelque chose d'essentiel. La bonté ne signifie pas la naïveté. Aimer ses enfants ne signifie pas renoncer à sa dignité. Et protéger sa famille signifie parfois avoir le courage de dire non, même lorsque ce mot brise le cœur. Dans la nature, les oliviers vivent parfois plusieurs siècles. Mais pour qu'ils continuent à donner leurs fruits, il faut régulièrement les tailler. Les branches mortes, malades ou trop gourmandes doivent être coupées, non par cruauté, mais pour sauver l'arbre. Les familles ne sont pas si différentes. Parfois, pour préserver l'équilibre, il faut poser des limites. Il faut regarder la vérité en face, même lorsqu'elle vient de son propre sang. Et il faut comprendre que la justice, la lucidité et la dignité peuvent aussi être des formes d'amour. Marguerite n'a pas cessé d'aimer son fils, mais elle a refusé de se laisser détruire. Et vous, avez-vous déjà vécu une situation où la confiance familiale a été trahie? Avez-vous déjà dû protéger votre dignité face à quelqu'un que vous aimiez profondément? Ou au contraire, avez-vous vu une famille réussir à se reconstruire après une telle épreuve? Vos histoires comptent. Si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Parfois, une histoire racontée peut aider quelqu'un d'autre à trouver le courage de parler ou simplement à se sentir moins seul. Et qui sait, peut-être que quelque part, derrière un écran, quelqu'un reconnaîtra dans votre témoignage un morceau de sa propre vie.